Près de 40 fois, on a tenté d'assassiner Adolf Hitler. Et à chaque fois, ce fut un échec. C'est assez fou quand on y pense, non? Aujourd'hui, on se penche sur une des questions les plus tenaces de l'histoire. Comment Hitler a-t-il bien pu survivre à tout ça? Pour commencer, il faut revenir sur un moment qui aurait pu absolument tout changer. Et au centre de tout ça, il y a un homme qui n'avait rien d'un soldat ou d'un espion. Georg Elser, un simple charpentier allemand, mais un opposant farouche au régime nazi. Il faut imaginer le travail. Pendant des mois, souvent la nuit, en secret, Elfer a minutieusement creusé une cavité dans un pilier de la brasserie Burgerbräu Keller à Munich. Il y a placé une bombe à retardement, réglée pour exploser à 21h20 tapante, en plein milieu du discours qu'Hitler donnait là chaque année. Et boum! La bombe explose, pile à l'heure prévue. Le plafond s'effondre, c'est le chaos. 8 personnes sont tuées, plus de 60 sont blessées. Le plan a fonctionné à la perfection. Sauf pour un détail crucial. Hitler, lui, n'était plus là. Il était parti 13 petites minutes plus tôt, c'est tout. 13 minutes qui ont littéralement changé le cours de l'histoire. Et cet incroyable coup du sort nous amène à une question bien plus large. Parce que la tentative d'Elser, ce n'est qu'une sur près de 40. Alors la question se pose, est-ce que c'était juste de la chance, une chance absolument insolente, ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ce qui est assez surprenant, c'est que beaucoup des complots les plus sérieux venaient de l'intérieur, de l'armée elle-même. Des officiers qui, au début, l'avaient soutenu, mais qui commençaient à réaliser que sa folie menait l'Allemagne droit dans le mur. Et parmi ces hommes, il y en a un qui sort du lot, Henning von Tresckow, un officier hanté par sa conscience, par les atrocités qu'il voyait sur le front de l'Est. Il a pris une décision, il fallait arrêter Hitler, coûte que coûte. Et son plan, en mars 1943, était, disons, plutôt ingénieux. Le plan était super malin, simple, efficace. Une bombe, cachée dans ce qui ressemblait à 2 bouteilles de cognac, à placer dans l'avion d'Hitler. Le détonateur chimique devait s'activer en vol. Imparable, non? Sauf que le destin, ou plutôt la météo, s'en est mêlé. La soute de l'avion n'était pas chauffée. Il faisait un froid glacial. L'acide du détonateur a tout simplement gelé. La bombe n'est jamais partie. Et c'est là que ça devient presque absurde. Ce schéma, cette suite d'échecs improbables, il se répète. Un attentat suicide est prévu, mais paf, un bombardement allié détruit les uniformes qui devaient être présentés, donc l'événement est annulé. Une autre tentative, même plan, et là c'est Hitler qui annule sa venue à la dernière seconde. On a même un général qui a l'occasion rêvée, il est à côté d'Hitler et il flanche, et il n'arrive pas à se décider. On dirait une sorte de mauvaise étoile plane sur tous ces complots. Tous ces échecs, toutes ces frustrations, ça va mener au complot le plus connu, le plus ambitieux de tous. Un plan qui ne visait pas seulement à tuer un homme, mais à faire tomber tout le régime nazi d'un seul coup. On parle bien sûr de l'opération Walkyrie. Et pour cette mission de la dernière chance, il fallait un homme exceptionnel. Ce sera le colonel Klaus von Stauffenberg. Un héros de guerre, un aristocrate, mutilé au combat. Il incarne à lui seul la résistance. Le 20 juillet 1944, il s'envole vers le QG d'Hitler, la fameuse tanière du loup. Dans sa mallette, il transporte 2 bombes. Sauf que dès le départ, il y a un grain de sable dans l'engrenage. D'abord, la réunion est avancée, ce qui met une pression monstre sur Stauffenberg. Dans la précipitation, il est interrompu et n'arrive à armer qu'une seule des 2 bombes. Une seule. Et puis le coup de grâce, il pose la mallette tout près d'Hitler, mais quelqu'un, trouvant qu'elle gêne, la déplace de l'autre côté du gros pied de la table en chêne. Un pied de table qui va involontairement servir de bouclier. De l'extérieur, Stauffenberg assiste à l'explosion. Il voit la fumée, les débris qui volent partout. Pour lui, c'est une certitude. Personne n'a pu survivre à ça. Hitler est mort. Convaincu de sa réussite, il saute dans un avion direction Berlin pour lancer la suite du plan, le coup d'État. Mais l'impensable s'est produit. Hitler est vivant. Secoué, les tympans perforés, quelques blessures, mais vivant. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre et le coup d'État, privé de sa condition de base, s'effondre en quelques heures. La vengeance du régime sera terrible. Stauffenberg et des centaines d'autres sont traqués et exécutés. Ce fut la fin, la dernière vraie tentative d'assassiner Hitler. Alors, on en revient à notre question de départ. Tout ça, c'est juste une suite de coïncidences et de chances? Pas tout à fait. Parce que la chance, ça n'explique pas tout. La vérité, c'est qu'Hitler avait bâti une véritable forteresse. Un système de survie redoutable autour de sa personne. Il était littéralement dans une bulle de sécurité. Des gardes du corps d'élite, bien sûr, un service de sécurité qui passait tout au peigne fin. Mais ça allait beaucoup plus loin. Des goûteurs pour chaque repas, des pilotes personnels, des cuisiniers de confiance absolue. Le moindre détail était contrôlé. Franchir toutes ces barrières était une mission quasi impossible. Et pourtant, sa meilleure arme, sa défense ultime, c'était sa propre paranoïa.
Il était totalement imprévisible. Il changeait d'itinéraire à la dernière seconde, il annulait un discours sans raison, il décalait une réunion de quelques heures. Cette instabilité permanente, c'était sa police d'assurance. Il a probablement déjoué des complots sans même savoir qu'ils existaient. Au final, on a donc une combinaison de 3 choses. Une malchance incroyable pour ses ennemis, des erreurs humaines de la part des conspirateurs, et enfin ce bouclier de sécurité et cette imprévisibilité quasi maladive d'Hitler. C'est ce cocktail qui l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il décide lui-même de sa propre mort dans son bunker en 1945. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question vertigineuse, ce fameux « et si ». Que se serait-il passé si un seul de ces plans avait marché? Si la bombe d'Elser avait explosé 13 minutes plus tard, des millions de vies auraient-elles été épargnées? Ou est-ce qu'un autre dirigeant, tout aussi terrible, aurait simplement pris sa place? C'est le grand « et si » de l'histoire, et c'est une chose qu'on ne saura jamais.